Culture Soccer. Bonjour tout le monde et nous voilà de retour pour un nouvel épisode de CS à l'érable. Adi Raphaël au micro et à l'animation, rejoint par notre ami Daniel Cameron. Salut Daniel, j'espère que tu vas bien ce soir, ce 27 octobre à 6h10, quelques minutes avant le coup d'envoi du match de l'Impact de Montréal. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi, Hedy? Ouais, ça va plutôt bien, Écoute, on a eu de très très bonnes nouvelles du côté de la CAN-PL en CONCACAF League et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce match-là de Forge FC, que Forge FC est parti remporter sur le fil, vraiment littéralement sur le fil, en s'imposant 2-1 contre le Municipal Limeño, donc le club de Municipal Limeño avec le logo extrêmement sympathique, avec un petit cochon. C'était vraiment drôle comme logo, mais une victoire 2-1, presque inespérée vu la physionomie du match, n'est-ce pas Daniel? Ouais, suite à l'expulsion de Grant, c'était effectivement inespéré. On voyait bien que Forge, ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas joué, mais malgré tout, David Choinière était capable d'ouvrir le score d'une très belle finition sur une passe de Babouli. Par la suite, avant la mi-temps, à la 38e, le Municipal Limeño a égalisé. Un tir. Honnêtement, le tir était bien, mais on dirait qu'Henry, il l'a touché d'ailleurs, il aurait pu l'arrêter. En deuxième mi-temps, il y a eu des cartons de part et d'autre et là, Grant a eu son deuxième carton, puis ça faisait plusieurs fois que l'arbitre l'avertissait. De manière, là, il y a eu un changement justement pour pallier pour pallier à cette suspension. Et de manière inespérée, on a eu un centre, si je ne me trompe pas, de Samuel vers Novak qui a marqué un but de toute beauté. Puis là, les joueurs de Forge ont réussi à contenir les attaques du Municipal Limeño et à garder l'avantage d'un but pour passer au tour suivant. Ouais, effectivement, mais revenons un peu sur le match avant qu'il débute. Tu as parlé un peu de Jonathan Grant qui effectivement a eu 2 cartons jaunes. J'ai bien aimé en fait le système et l'alignement qu'a mis sur le terrain Bobby Smiliotis, l'entraîneur de Forge FC, en alignant, oui, une défense à 4, mais 2 joueurs en tant que latéraux qui peuvent jouer aussi défenseurs centraux, des joueurs costauds. D'habitude, il y a toujours des joueurs un peu plus mobiles, beaucoup plus, pas aussi gros que ça. Et je pense que c'était un peu d'un côté aussi une belle tactique de la part de Bobby Smiliotis. Il faut dire qu'il n'y avait pas énormément de choix non plus en termes de latéraux sur le banc. Il y a le jeune Dustin, mais il y a aussi Maxime Tissot qui aurait pu jouer en tant que latéral gauche. Mais n'empêche, j'ai bien aimé ça parce que il a remarqué que, comme toutes les équipes d'Amérique centrale, ça allait être un match extrêmement physique. Donc, il a renforcé un peu ses ailes. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'a sauté aux yeux aussi, d'avoir 2 costauds sur les côtés? Parce que Jonathan Grant et Dominique Samuel, c'est 2 joueurs qui peuvent jouer en défense centrale, mais qui peuvent aussi jouer comme latéraux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris toi aussi, mon cher Daniel? Oui, l'absence de Tissot sur le 11 partant m'avait surpris. Là, je veux dire, je ne voyais pas trop où il voulait en venir, mais il y avait aussi l'absence de Cissé sur le 11 partant. Nemco était blessé, donc il n'était pas dans la feuille de match du tout. J'étais surpris là, avant le match, je l'avais même écrit sur Twitter. J'étais très surpris du 11 partant, mais au final, les vainqueurs ont toujours raison. Il y avait aussi Novak qui n'était pas dans le 11 partant. Ça m'a vraiment surpris. J'imaginais peut-être qu'il voulait avoir un attaquant physique pour peser sur les défenses, mais vu la tournure du match, l'entrée de Novak a été décisive, donc on peut juste donner raison à Bobby Smiliotis. Exactement. Et puis Molam Babouli a fait tout un match en pointe. Il a vraiment été excellent et tu as parlé un peu plus tôt du premier but de David Choinière. C'est sur une passe magistrale de la part de Mo Babouli qui revient en arrière puis trouve une merveille de passe entre les lignes qui arrive à Choinière.
Chouanière contrôle le ballon, puis finit l'action vraiment dans le but. David Chouanière, l'homme de tous les moments, l'homme qui se lève lorsque ça compte. Est-ce que pour toi, c'est un peu le money man, notre ami David Chouanière? Bien, actuellement, son rôle est assez, comment dire, paradoxal. C'est que dans les gros matchs, il est toujours buteur. Là. Tous les matchs à élimination directe, les finales, les coupes, c'est là qu'il est buteur. Dans les matchs de saison régulière, ben, on a eu du bon et du moins bon. Mais dans les matchs à élimination directe, disons qu'il aime ça avoir son nom sur la feuille de match. Puis je pense que ça fait plaisir à son club. Ouais, ben c'est ça. Et, ben, son nom sur la feuille de match, c'est sûr que s'il joue, il est là. Mais tu veux dire son nom sur sur le score, tu veux dire en tant que buteur. Exactement, Ok. pardon. Non, Oui, je me oui, c'est disais ça. aussi, c'était juste un peu drôle. Ok, oui, effectivement. Donc, oui, c'est vraiment le joueur qui est là. Mais est-ce que tu penses que c'est le money man? C'est vraiment le joueur que tu veux avoir dans les grands matchs? Ben, pour l'instant, il joue ce rôle à la perfection, là. Il n'y a rien à dire là-dessus. Jusqu'à maintenant, dans les grands matchs, il a souvent été décisif. Dans les matchs à élimination directe, les matchs de finale, il a souvent été décisif. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Là. Jusqu'à maintenant, j'ai de la difficulté à avoir un autre joueur qui a été aussi décisif dans les matchs à élimination directe, les matchs de finale. Donc, Exactement. c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'il est pas, tu sais, en saison, il est pas tout le temps utilisé, il est pas tout le temps titulaire. Mais dans les matchs de coupe, les matchs de compétition continentale, il a été, sur le peu de matchs que joué Forge depuis sa création, il a été souvent décisif. Ouais, effectivement, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment le joueur que tu veux avoir dans la formation quand c'est un match, un gros match, parce qu'il se lève vraiment très souvent lors de ces matchs-là, de ces matchs décisifs-là. D'un autre côté, un joueur comme Moba Bouli, très sérieusement, je savais pas trop à quoi m'attendre en début de saison, même avant qu'on sache qu'il y avait la COVID, ou en fait, parce qu'on a su après la COVID comme quoi Babouli avait rejoint l'équipe. C'était un joueur qui avait pas joué depuis 2 ans qui était vraiment laissé de côté depuis 2 ans. Bon, on en a parlé un peu ici, situation contractuelle un peu qui était un peu bizarre dans son cas à lui. Puis là, il arrive, il joue, puis écoute, il performe. Il a été très bon lors des Island Games. Il est très bon de nouveau ici. Ça a l'air que. Est-ce que tu penses que Forge FC a trouvé aussi quelque part un style de joueur qu'on voit pas beaucoup hein, du côté de la CanPL. Hein. C'est un joueur qui joue en tant qu'attaquant, mais qui joue un peu en tant que faux neuf, parfois en tant que 10. C'est vraiment un joueur extrêmement créatif qu'on a du mal à trouver et ce n'est pas le profil de joueur auquel on s'attendait une fois qu'il a signé, mais là, il remplit ce rôle à merveille, non? Oui, Valence, il joue différents rôles. Puis petit à petit, il a réussi à gagner un poste dans l'11 partant parce qu'au début, je me rappelle, avant les Island Games, c'était pas clair est-ce qu'il était vraiment prêt physiquement. Puis petit à petit, il a réussi à gagner du temps de jeu. Il a été décisif dès le premier match, d'ailleurs, quand il était rentré dans les Island Games. Et là, maintenant, on a vu que même en compétition continentale, il peut être très important. Il peut être buteur, passeur. Il a un impact physique indéniable sur les défenses adverses. Et je pense que c'est le monsieur plus en avant, là. C'est le joueur qui apporte une valeur ajoutée. Jusque-là, ce serait bien comment dire, s'il pouvait jouer peut-être le rôle de buteur pour l'équipe. Mais pour l'instant, l'équipe va bien. Tout le monde, je veux dire, elle a gagné les Island Games. Là, on vient de passer un cap en compétition continentale. Donc, si l'équipe va bien, il ne devrait pas avoir de problème pour que, je veux dire, qu'on arrive à marquer. Tout le monde a réussi à mettre sa pierre à l'édifice à ce niveau-là. Là, surtout dans les matchs à élimination directe. Le but, c'est pas de marquer 25 buts, là, c'est de passer un tour après l'autre. Même de passer au penalty de match en match, il n'y a aucun problème tant que tu arrives le plus loin possible. Est-ce que tu penses, bon, ce match-là, ça a été quand même un peu difficile pour Forge FC, parce que oui, on regarde un peu le score, 2-1.
Ça faisait plus d'un mois qu'ils n'avaient pas joué de match officiel encore Forge FC. C'est sûr que ça a joué dans la balance. Mais quand tu vois du côté salvadorien aussi, c'est pas une équipe non plus qui avait joué des millions de matchs. Je pense que le championnat du Salvador venait juste de commencer. Ça faisait peut-être une semaine seulement. Ils ont joué 1 ou 2 journées seulement. Donc eux aussi, ils n'étaient pas frais non plus. Est-ce que ça t'inquiète de voir que Forge FC a eu autant de mal à battre ce club-là? C'est pas non plus un grand d'Amérique centrale, hein, Limeño. C'est pas un club qui fait peur d'habitude et on s'attend à ce que Forge FC soit meilleur que ça, non? Ben, dans les circonstances, je pense que c'était un bon match. C'est vrai que l'équipe était pas extraordinaire. Faut pas oublier que c'était à élimination directe à huis clos, là. Donc, À c'est l'extérieur aussi. c'est ça, à huis clos à l'extérieur, dans des températures qu'on n'était plus vraiment habitués au Canada. Actuellement, je veux dire, dans les circonstances, moi, je pense qu'une victoire, c'est une victoire, surtout à 10 contre 11 après l'expulsion de Grant. Et sûr qu'il y a des choses qui auraient pu être différentes, là, notamment le fait que les joueurs, ça aurait été bien que Samuel est passé proche d'avoir un carton à plusieurs reprises. Il va falloir travailler un peu là-dessus, justement, pour garder un peu. Il y a quand même eu, il y a Grant je veux dire, vu là, les circonstances, c'était clair qu'il allait finir par sortir. Là. Je voyais à chaque faute, j'étais comme Colin, c'est quand qu'il va sortir. C'était évident que l'arbitre allait finir par le sortir, puis c'est arrivé. Donc, Ouais. ça, c'est peut-être justement le manque de concentration, le retour, le fait de peut-être pas aussi être habitué à certaines stratégies qui peut-être font, tu sais, je veux dire, au Canada, peut-être on avait une culture de pas trop avoir de simulation. Et peut-être dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est plus fréquent. C'est souvent quelque chose qu'on reprochait justement à l'équipe nationale canadienne de pas être assez alerte à ça lors des matchs en Amérique centrale. Là, faut pas oublier que Forge FC a seulement 2 ans d'existence. Là. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'ils gagnent tous les matchs de compétition continentale haut la main. Là. Puis surtout quand c'est dans les circonstances actuelles, une victoire, c'est une victoire. Quand c'est une confrontation directe, les matchs ne se jouent pas, ils se gagnent. C'est aussi simple que ça. C'est celui qui va gagner qui va passer au prochain tour. On retiendra, quand on va revoir dans 10 ans le résultat, le parcours de Forge, on va juste voir qu'ils ont passé le premier tour 2-1 contre une équipe salvadorienne. On va pas chercher à savoir est-ce qu'ils ont bien joué, ils n'ont pas bien joué. On va Ouais, voir non, qu'ils ont c'est ouvert sûr. c'est ça. Donc, je pense que maintenant, l'équipe s'est remise dans le bain. Il va falloir se remettre à l'entraînement pour le prochain match. Ouais, effectivement, il va falloir se remettre à l'entraînement pour le prochain match, comme tu l'as dit. Mais surtout, il va falloir faire attention au beau mouvement collectif de l'adversaire. Parce que sur le but de Municipal Limeño, c'est quand même, il y a une belle construction qui vient derrière. Je pense que tu es un peu dur avec Tristan Henry. Tu penses qu'il aurait peut-être pu arrêter le tir. Je pense qu'il a fait de son mieux. Il a quand même effleuré, mais elle allait quand même dans le petit filet. Hein. Donc, je te trouve un peu dur sur le but. Je dirais pas que Henry a mal paru. Il faut pas oublier aussi que c'était un très très bon mouvement collectif où c'est un Oviedo qui a marqué parce qu'il y en avait deux du côté de Limeño là. Mais c'est Kevin Oviedo qui a trouvé le fond des filets. Est-ce que avec un certain recul, est-ce que tu t'es trouvé aussi un peu dur par rapport à Tristan Henry ou tu continues à dire qu'effectivement il aurait pu faire un peu mieux? Ben, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, s'il a touché le ballon, à partir du moment où il l'a touché, il aurait pu l'arrêter. C'était ça, mon point. Après ça, oui, comme j'ai dit, c'était un beau tir. L'action était bien. Après ça, la défense a manqué peut-être de concentration sur l'action. Mais si je veux dire, à un moment donné, on peut pas gagner tous les matchs 1-0, 2-0, 3-0. Là, c'est normal de se faire marquer des buts aussi. Donc, je veux dire, c'est le genre de but qui arrive quand on se fait marquer et que toute équipe dans le monde va se faire marquer des buts comme ça quand il y a une belle construction de jeu. Tu l'as bien dit, c'était une belle action collective. Après ça, je veux dire, oui, le tir était bien placé. À partir du moment où le gardien l'a touché, il aurait pu l'arrêter. C'était ça le point. Je veux dire, c'était pas comme si c'était dans le coin supérieur et que là, c'était vraiment hors d'atteinte. C'était ça mon point. Mais oui, il a fait son possible sur le tir, mais à partir du moment où il a touché, il aurait pu l'arrêter.
Ouais, bah, il aurait pu l'arrêter. Ouais, bon, je pense qu'il a vraiment effleuré du bout des doigts, là, mais ouais, écoute, chacun son avis, comme on dit. Euh, Parlons un peu aussi de la sensation. Bobby Smirniotis en parle en très bien, en fait, en parlant de Pablo Sabac, le Belge. Euh, j'ai trouvé décevant encore une fois sur ce match-là. Je m'attends à ce que ce soit un joueur, quand j'en ai parlé à Bobby Smirniotis, il me disait, ah, c'est un joueur avec un talent extrêmement important, 21 ans, il va faire tellement de bien, il est aussi international espoir belge, avec les U15, U16, U17, U18, U19. Mais jusqu'à maintenant, oui, on voit certains flashs où il est effectivement très très bon, mais quand tu le regardes dans les matchs, c'est quand même so-so. Est-ce que tu restes sur ta fin aussi pour Paulo Sabac ou est-ce que tu es un peu plus optimiste que moi? Donc, un jeune joueur comme ça qui a été international dans les catégories de jeunes de la Belgique, c'est qu'il y avait un potentiel. Là, le problème, c'est que le potentiel, il l'a pas vraiment atteint. Puis s'il est venu en Canadian Premier League, c'est pour pouvoir l'atteindre, ce potentiel-là. Mais s'il l'atteint pas, ben, est-ce qu'il va toujours être utile à l'équipe? Il y a des chances que oui. Est-ce qu'il va toujours être titulaire? Peut-être pas. Là. Quand toute l'équipe va être là, il pourrait très bien qu'il va des fois être un joker de luxe, il va être utilisé différemment. Mais je veux dire, les joueurs canadiens dans l'équipe n'ont pas grand-chose à lui envier pour le moment. Là. Effectivement, en fait, moi, c'est ce qui me choque un peu, c'est le fait que Bobby Smirnotis m'en a parlé vraiment en très grand. Il m'a dit, ah, tu verras, vous n'avez pas vu encore, ça va être un joueur tellement important, ça fait tellement longtemps que le regarde, et on sait que ça va être un joueur très important pour Forge FC. Puis jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, je reste sur ma faim, mais bon, après, bon, il peut exploser peut-être l'année prochaine quand on aura une saison un peu plus normal que ce qu'on a vécu. Mais bon, tu as raison. Je m'attends à plus d'un joueur qui est supposé remplacer Tristan Burge chez Forge FC. Par contre, j'ai bien aimé aussi l'assise défensive de la part le contrôle de Forge FC, même quand c'était un peu difficile parce que Limeño poussait vraiment, surtout à 11 contre 10. J'ai bien aimé comment Forge répondait. C'était jamais, il n'y avait pas vraiment de panique. Est-ce que tu as trouvé que Forge maîtrisait son match quelque part, Daniel? Ouais, ben, il n'y a pas eu d'affolement. C'est juste que quand ça débordait sur les côtés, ben, il y avait un peu de nervosité, on va dire ça comme ça. Comme tu l'as dit, c'est que les deux joueurs sur les côtés qui étaient Grant et Samuel ne sont pas des défenseurs latéraux purs. Et là, c'est peut-être pour ça justement qu'ils ne voulaient pas se faire prendre de vitesse quand les joueurs offensifs de Limeño tentaient sur le côté. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Je trouve que la défense a été solide et le bloc a été solide aussi. Après ça, c'était pas la meilleure équipe d'Amérique centrale non plus. Là. Je veux dire, ce sera pas plus l'équipe va avancer dans la compétition, plus ce sera compliqué. Mais je pense que pour une entrée en matière, c'est bien d'avoir une équipe comme ça qui a des talents offensifs, mais qui c'est pas nécessairement l'équipe la plus dangereuse d'Amérique centrale. Ouais, effectivement, effectivement. Après, bon, on va regarder, on a parlé beaucoup des joueurs qui nous ont impressionnés. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont un peu déçu? Toi, Daniel, je donnerai les miens plus tard, mais est-ce qu'il y a des joueurs de chez Forge FC qui t'ont un peu déçu durant ce match-là? Ben, honnêtement, c'est Samuel Grant et Sabac. Ok, donc on en a déjà parlé, mais pourquoi Samuel? On n'a pas parlé de Samuel. Moi, je l'ai trouvé quand même bon. Grant, je comprends, il a eu son rouge. Sabac, on en a parlé un peu plus tôt, mais Samuel, pourquoi? Yeah, j'ai trouvé honnêtement qu'il était nerveux sur les montées offensives. Là, c'est sûr qu'à la passe décisive sur le but de Novak, justement, il l'avait changé de côté, si je me trompe pas sur ce but-là, quand Tissot est rentré. Mais ça, j'ai trouvé pas mal nerveux, puis je suis quand même assez surpris qu'il s'en est sorti sans carton là. Ok. J'ai trouvé pas mal nerveux sur les actions de Limeño. Ben moi, de mon côté, c'est surtout Cadel Thomas. J'ai trouvé Cadel Thomas
vraiment quelconque. Quand je vois un peu le joueur que c'était en 2019, qui était capable de faire la différence, qui a marqué quelques buts quand même assez importants du côté de Forge, qui passait devant David Choinière dans l'année passée. Souvent, on voyait Choinière sur le banc, Thomas jouer. Cette fois-ci, bon, c'était les deux qui étaient là. Mais Kato Thomas, je l'ai pas trouvé si bon que ça. J'ai trouvé que il était capable de faire plus. Il était un peu, je vais pas dire nonchalant, mais il manquait un peu de peps. On sentait qu'il avait pas cette envie, cette rage de vaincre, même aussi ce toucher technique qu'il fallait en Kato Thomas. C'est vraiment le joueur qui m'a déçu, en plus de Paulo Sabac. Pour moi, Jonathan Grant, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Bon, après, il a eu un rouge, un excès d'engagement, mais en général, si jamais il n'avait pas eu de rouge, j'aurais pas dit qu'il a fait un mauvais match non plus. Pour ce qui est de Dominique Samuel, moi, je trouve qu'il a fait un match constant, comme on connaît Dominique Samuel fait. Donc, ça, c'est mon point de vue à moi, là. Mais Kato Thomas, je m'attends un peu plus de lui, là. Mais Kato Thomas, je veux dire, il n'y a pas non plus. Tu sais, je veux dire, c'est un jeune joueur qui est venu de Sigma avec Bobby Smirniatis, qui a joué, je crois, dans le college soccer. Et je veux dire, non plus, c'était pas le plus gros espoir canadien, là. Je veux dire, c'est un jeune joueur qui peut-être c'est le genre de joueur qui va passer sa carrière dans la Canadian Premier League, puis c'est correct aussi, là. Il a fait c'est sûr, en 2019, il nous a impressionnés parce qu'il a marqué 2 très beaux buts, dont le premier, celui du match inaugural, puis il y a eu le but qui a fait le tour du monde là, quand il a déjoué plusieurs joueurs. Puis c'est ça qui nous a un peu impressionnés. Puis d'ailleurs, ça lui avait permis d'avoir beaucoup de temps de jeu à l'époque. Puis il n'a jamais vraiment confirmé, à part ces étincelles-là, depuis le début de son arrivée dans la Canadian Premier League en 2019, c'est pas quelqu'un qui m'a impressionné, hormis ces actions-là dans le day-to-day, là. Pas très décisif. C'est un bon joueur, mais pas plus, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas non plus. Mais je m'attendais quand même sur un match aussi important que ça, sur un match à élimination directe. Je m'attendais à voir un peu ce côté décisif qu'on l'a vu faire lors du match inaugural et le fameux but et ainsi de suite. C'est quelqu'un aussi qui est supposé être bon dans les moments un peu tendu et puis malheureusement je l'ai trouvé assez moyen sur ce match-là. Par contre, bon, Forge FC s'est sauvé avec la victoire, donc 2-1. Quel but d'Anthony Novak? Est-ce que tu peux me parler un peu de ce but-là, toi, Daniel? Est-ce que tu y croyais déjà? Quand même un super but en reprise de volée, demi-volée, si je me trompe pas, là, d'Anthony Novak. Je m'y attendais pas du tout. Très sérieusement, je me dis ça va aller au penalty, ou bien Forge allait encaisser un but à 11 contre 10 parce que Limeño poussait pas mal fort. Mais le but d'Anthony Novak, vraiment un bijou, n'est-ce pas? Oui, c'était quelque chose, ce but-là. Ben, je vais pas te mentir, j'y croyais, mais j'avais peur que ça se termine au tir au but aussi. Surtout après l'expulsion de Grant, c'était dur d'y croire, mais Bobby Smiliotis jouait vraiment le tout pour le tout. Peut-être il avait des doutes sur ses tireurs ou sur Tristan Henry. Pour en revenir sur le but, le but gagnant, c'était un centre de Dominique Samuel vers, justement après qu'il ait changé de côté, qui centre dans la boîte vers Novak, qui contrôle du pied, se retourne et fait une volée justement très puissante dans la lucarne. C'était de toute beauté, là. C'est un peu ça. C'est que Novak a le sens du but, mais malheureusement, il a quand même été meilleur buteur de Ligue 1 Ontario avant de jouer en Canadian Premier League. Faut juste, c'est peut-être le style de jeu qui est pas nécessairement orienté pour avoir un buteur, là. Pour ça, j'étais un peu surpris qu'il soit pas titulaire. Mais souvent, quand il marque des beaux buts, Novak. C'est ça un peu le paradoxe. Mais j'espère qu'il va profiter de ça pour avoir plus de temps de jeu, peut-être commencer le prochain match et être décisif, là, parce qu'ils ont besoin vraiment d'avoir des buteurs du côté de Forge, là. Et que ce soit lui ou Sabac ou Chouanière ou Kedal Thomas ou peu importe, il va falloir que l'équipe Peut-être marque. Balbinotti, hein? Balbinotti est encore Ouais, là, donc possible que ce soit lui. Il n'a pas joué dans ce match-là, mais il a des possibilités. Il y a Zajac aussi qui pourrait donner un coup de main, qui n'a pas joué non plus.
Ouais, il n'a pas joué Euh, non plus, ouais. ouais, Mais et puis des nouvelles de Kwame Awa, qui n'était pas là non plus, il était même pas sur le banc, il me semble qu'il était blessé comme Chris Nanko. comme Nanko aussi. OK, OK. Ben, donc, Donc, c'est ça qui est intéressant du côté de Forge FC, c'est cette profondeur de banc-là. T'as beau avoir des joueurs comme Awa, comme Chela, qui est blessé aussi, le défenseur central albanais, là, avec Zajac, tous ces joueurs-là n'étaient pas là, et Nanko qui n'était pas là. Tous ces joueurs n'étaient non, pas là, mais pourtant, Zayac était dans la feuille de match, là. C'est juste qu'ils l'ont pas fait rentrer. il l'a juste pas utilisé. Ouais, mais je pense qu'il était aussi un peu blessé. D'après ce que j'ai lu là, il avait une petite blessure quelque part. C'est pour ça. Non, il était pas sur la feuille de match d'après Ah, le site de la Concacaf. Il est pas du tout sur la feuille de match. C'est ce que je pensais là. J'avais ah cru oui, lire c'est qu'il vrai, était. il y avait la cheville, c'est vrai, il s'était C'est blessé à la ça. cheville. C'est ça, il était blessé, effectivement. Donc, tu arrives à un moment où, quand tu as tous ces joueurs-là qui sont blessés, tu t'attends à avoir des seconds couteaux qui font pas trop de sens. Mais là, tu as quand même du choix. Il avait Thomas et Chouanière qui étaient là, mais aussi, il a pu faire rentrer des joueurs qui sont venus apporter aussi leur pierre à l'édifice, comme Anthony Novak. Donc, c'est quand même assez intéressant, les cartouches qu'a Bobby Smiriotis. C'était un bon match. Moi, je suis content. J'ai vu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Je m'attendais pas à avoir autant de hype parce que j'ai comme l'impression, surtout au Québec, que le monde dénigre un peu cette CanPL ou les joueurs, les équipes de la CanPL. Mais j'ai quand même vu beaucoup de support à cette équipe. Le fait que le match soit retransmis sur TSN a beaucoup aidé, je pense. Et j'espère que Forge va montrer encore plus un gros niveau pour le futur. Prochain tour, ben, c'est bientôt, c'est le 3 novembre, donc mardi prochain. Un match cette fois-ci au Panama. Et là, on affronte toute une autre pointure parce que c'est effectivement le Toro FC qu'on rencontre. Juste pour vous dire, Toro FC, c'est pas un petit club de la région. Hein. Toro FC, on est en train de parler d'un club qui a à peu près 40 ans d'existence, qui a remporté le championnat panaméen à quelques reprises déjà, 15 fois. Le championnat panaméen. Il est capable de causer des surprises. Il a été qualifié en Champions League 6 fois déjà depuis dans les quelques dernières années, dans les 12 dernières années. Il a été champion pas champion, il a apparu 4 fois dans l'ancienne Champions League qui s'appelait la Champions Cup. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer ce genre de match-là. Est-ce que tu penses que Forge FC a ce qu'il faut pour se battre et pour triompher au Panama face à Toro FC? Ben, je sais pas si ça va être à huis clos, mais je vais t'avouer, j'ai pas souvent eu l'occasion de voir des clubs panaméens, mais je pense que Forge a une bonne équipe là, cette année. Ça va dépendre qui va revenir de blessure. Je sais qu'Awa était suspendu, donc il devrait être là. Nenko, l'année passée en CONCACAF League, a été assez utile, donc ce serait bien de le revoir. Sur un match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ouais. Et là, l'équipe aura 2 semaines pour se préparer. D'ailleurs, les 2 semaines sont au Panama pour éviter tous les protocoles de confinement. Ouais, ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas, ça fait Exactement. un bout maintenant. Ouais, ils sont allés directement après le match Ouais. contre les Menio. Donc, l'équipe va être prête cette fois-ci, va être habituée au climat. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait pas bien se passer. J'ai espoir que ça puisse, sur un 2-1, c'est le genre de match qui peut se passer là, dans ce genre de compétition. Là. J'ai espoir que Forge peut gagner. Ça va vite, hein, un match à élimination directe. Là. Donc, on peut garder espoir que Forge va passer. Ouais, effectivement. Ben écoute, on verra ce qui va se passer. On va suivre ça de très, très, très proche. Mon cher Daniel, tu veux me parler d'un autre sujet aujourd'hui, du sujet des transferts, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la CNPL qui sont en train d'être prêtés ailleurs en Europe, mais aussi on a beaucoup de joueurs, on a en train déjà de signer en CanPL, malgré le fait que la prochaine saison, la saison 2021, ne devrait pas débuter avant le mois d'avril prochain. On a quand même des clubs qui font leurs emplettes. Je te laisse la parole pour nous parler de tous ces mouvements-là. Oui, bien, à ce niveau-là, on a York Nine qui est très actif dans le marché des transferts. On voit la patte de Angus McNabb. Il y a eu des renouvellements de contrats, Rivero, Ferrari.
Il y a également eu des signatures. Il y a eu un Canadien de 28 ans qui jouait dans les pays scandinaves qui est revenu au pays. Jordan Wilson, qui est milieu de terrain. Il y a également un autre Canadien de 18 ans qui était parti juste avant la COVID et qui a dû revenir rapidement, qui s'appelle Ryan Lindsay, formé à TFC. Il est parti au Dynamo Zagreb. Par la suite, il est parti en Slovaquie, signé pro, mais il a dû revenir assez rapidement à cause du COVID. Également, il y a un milieu de terrain argentin qui vient de Colón, à Club Atlético Colón, qui a 22 ans, qui a signé. Et il y a Julian Ulbricht, mon allemand est de l'allure, peut-être que tu connais mieux Il est en... magnifique ton allemand. J'ai aucune idée. Je suis nul en allemand, donc oublie ça. J'ai pris un cours, ça a duré un jour, puis je suis juste jamais revenu en cours après coup. Donc non, je m'y connais pas. Donc je te laisse carte blanche sur la prononciation du mot en allemand là. Regarde, demandera à Mathieu la prochaine fois. Euh, Julien Ulbricht, attaquant de 21 ans, lui a été prêté par la même occasion dans les divisions inférieures allemandes, je crois en D4, un attaquant. Et il y a Petrasso qui a été renouvelé également, mais Petrasso qui a presque pas joué pendant les Highland Games ou pas joué du tout à cause d'une blessure. Là, ils l'ont prêté par la même occasion en 5e division anglaise. Et il Ouais, a ça marqué c'est. 2 buts la semaine passée. Pardon? Il a marqué un but. 2 buts en FA Cup. Ok. Je veux dire, il n'a pas tardé à se faire remarquer. Mais Petrasso, d'ailleurs, avant de revenir au Canada en MLS, il était parti très jeune en Angleterre avec Ouais. Dylan Carrero. Dylan Carrero qui, lui, justement, a quitté Valor et va aller pour aller entraîner dans la région de Toronto et le communiqué disait qu'il y a des chances qu'il signe en Canadian Premier League dans la région de Toronto. Donc, je sais pas si c'est à York ou à Forge, qui est pas dans la région de Toronto, mais pas très loin. Sinon, il y a aussi eu le Emile Gasdorf, qui était le 3e gardien du Pacific FC, va être prêté presque 2 ans en Allemagne, à Nuremberg, qui est en 2e division, mais c'est pour l'équipe U19. Il y a Nicholas Hamilton, qui est de York Nine aussi, qui avait pas pu venir aux Island Games, qui est un attaquant jamaïcain. Il a été prêté à Dundee FC en 2e division écossaise. Il y a Easton Ongaro, je pense à notre ami Tristan D'Amour. Easton Ongaro a été prêté en D2 danoise. Ouais. Il y a également, je trouve que c'est bien qu'il y ait une expérience en Europe. On va voir s'il va être capable de marquer là-bas. Il y a également José Escalante qui n'a pas pu venir aux Highland Games, qui est toujours avec le Cavalry. Il a été prêté au Honduras, son pays d'origine. Il y a Viti Martinez, un Espagnol de l'Atlético Ottawa, qui a été prêté à Deportivo Alavés, qui est en D1, mais pour jouer avec l'équipe B, qui est en D3, 3e division espagnole. Et il y a également José Galan qui a été prêté en Division 3 espagnole, José Galan du Valor. Il y a Raúl Tito, un attaquant péruvien qui devait aller à Edmonton, qui n'a pas pu venir aux Highland Games, mais qui a été prêté en Division 2 péruvienne. Donc, on voit que tout le monde essaie de prêter ses joueurs un peu partout en Europe ou en Amérique latine. Puis, je pense que c'est une bonne idée pour les joueurs. Surtout York Nine est très actif. Beaucoup de signatures. Et s'il y a des signatures, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont partir aussi. D'ailleurs, il y a eu un sondage fait par la Canadian Premier League pour les gens concernant le GTA, la grande région de Toronto. Je sais pas si c'est pour une équipe d'expansion ou si c'est pour York Nine, mais c'est York Nine qui travaille un peu sur essayer d'évaluer sa clientèle, avoir un portrait de est-ce qu'ils veulent déménager, est-ce que c'est des questions qu'il faut se poser là. Toi, tu penses quoi de ces mouvements dans la Canadian Premier League, le fait que les clubs soient actifs pour prêter les joueurs pour qu'ils puissent s'entraîner pendant la saison morte, que York Nine est actif, que des clubs renouvellent aussi les contrats dès maintenant là?
Je pense C'est pas du tout. important, ça prouve que la Canadian Premier League est là pour rester. Beaucoup de personnes pensaient que cette ligue-là n'avait pas les reins solides pour vraiment rester, tu sais, être là pour plusieurs années. Ben, avec une pandémie pareille, le fait que la ligue est encore debout et qu'il y a quand même encore des mouvements, je vais les appeler positifs parce que c'est le cas, c'est des mouvements positifs dans les deux cas, que ce soit des joueurs qui signent en Canadian Premier League ou bien des joueurs de Canadian Premier League qui sont prêtés, même si c'est pas, ils sont pas prêtés dans des premières divisions, hein, ils sont quand même prêtés dans des divisions inférieures en Europe. C'est quand même assez bien parce que ça veut dire qu'il y a des yeux, il y a du monde qui s'intéresse à cette ligue-là et cette ligue-là commence à attirer les regards et puis c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Moi je trouve ça vraiment très intéressant de voir ça et le pire dans tout ça c'est que on avait trop peur de voir beaucoup de joueurs comme Tristan Borges, on a dit il est parti signer en Belgique puis ça a l'air qu'il joue presque pas maintenant en Belgique avec le club de Louvain. Et même qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il voudrait, le club voudrait se débarrasser de lui aussi. Hein, donc, ils n'étaient pas très intéressés par ce qu'il a fait présentement. Ben, on avait peur de ça, mais quand tu vas voir la plupart des joueurs qui ont été prêtés, tu as parlé de Petrasso avant, je suis parti voir un peu les stats de Easton Ongaro, il a joué déjà 2 matchs, les deux en tant que titulaire. Bon, son club n'est pas un énorme club de deuxième division, donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Mais quand même, il joue. Et c'est ça l'important. Il faut que ces joueurs-là parviennent à jouer. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que ces joueurs-là parviennent à non seulement s'entraîner, mais à jouer, à gagner de l'expérience en match. Et c'est ça qui est intéressant de ce point de vue-là, sachant que la saison morte est quand même assez énorme avant le début de la prochaine saison de CanPL. Donc voilà de mon côté, mon avis par rapport à ça. Toi, ton avis, à part le fait qu'ils gagnent l'entraînement, est-ce que tu trouves que c'est bénéfique pour ces joueurs-là et pour les clubs? Ben, pour les clubs, d'un point de vue économique, c'est sûr qu'il doit y avoir un intérêt, là, si que les clubs chez qui vont être prêtés vont payer le salaire à ce moment-là. Souvent, c'est souvent ça qui se passe. Également, ça fait en sorte que les joueurs vont rester actifs une plus longue période. Ils vont s'entraîner et jouer. Pas juste s'entraîner, parce que s'entraîner à la longue, ça devient long. Donc, ils restent quand même dans un environnement de club. Ça les permet aussi d'être exposés à d'autres marchés parce que peut-être que ces clubs-là vont vouloir les recruter, peut-être qu'ils vont vouloir, comment dire, il y a d'autres clubs dans la ligue qui vont vouloir les recruter. Par contre, il y a aussi des inconvénients. D'un point de vue sportif, il y a deux inconvénients que je vois pour l'instant. Le fait que les joueurs, si un joueur joue toute l'année, ça peut augmenter le risque de blessure. Là, s'il n'y a pas vraiment une période où il va se reposer. Mais là, actuellement, ils n'ont pas signé immédiatement après les Highland Games, donc ils ont eu quand même le temps de se reposer, mais j'imagine que si c'était pour tout dépendant des périodes de transfert dans différents pays, ça peut être problématique. Également, l'autre problème, c'est que je pense que c'est Jeff Paulus qui en avait parlé, c'est que si un joueur, beaucoup de joueurs sont prêtés jusqu'à la fin de saison en Europe, qui est actuellement en mai ou juin 2021, mais le problème, c'est que ils avaient parlé que les joueurs vont pas faire la première partie une partie de la saison en Canadian Premier League, si saison il y aura. On espère bien. Mais par contre, ils vont compter dans le cap salarial quand même. Donc, OK. ça, c'est le petit inconvénient c'est un des inconvénients que je vois, qui va peut-être falloir s'ajuster si ça devient fréquent. Euh, Puis honnêtement, avant même que la ligue commence, j'avais pensé que ce serait peut-être bien justement de faire des partenariats avec des ligues, par exemple la Ligue australienne, tu sais, je veux dire, c'est un pays qui est quand même proche du Canada sur beaucoup de points. Il y avait beaucoup de Canadiens qui jouaient là-bas. Et c'était peut-être possible justement que pendant notre saison morte, on leur prête des joueurs, puis pendant leur saison morte, ils nous prêtent des joueurs. Donc, j'avais pensé que ça aurait pu être une option intéressante à l'époque. Puis c'est justement ça que les clubs ont fait, parce que c'est la réalité économique et sportive qui l'emporte. Il faut que les joueurs jouent. Surtout cette année, on a eu les Highland Games qui ont duré un mois. Donc, on ne peut pas laisser les joueurs, surtout ceux qui ont eu des blessures, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, il faut qu'ils jouent. Là, je sais pas qui travaille derrière ça. Est-ce que c'est les agents? Est-ce que c'est les clubs? Est-ce que c'est la ligue?
Il faut vraiment peut-être avoir peut-être quelqu'un de responsable à la Ligue qui va s'occuper de faire des contacts avec des clubs en Europe. Quand il y a des joueurs qui sont blessés, s'il y a possibilité dans cette ligue-là de se faire prêter des joueurs, aussi voir qui a la possibilité de jouer en Europe facilement, parce qu'on sait que pour jouer en Europe, parce qu'on a une citoyenneté européenne, ça aide beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont binationaux au Canada, surtout des joueurs de soccer. Il y en a beaucoup qui ont peut-être droit à des citoyennetés européennes, puis ça peut être très utile dans ces situations-là. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, parce que pour l'instant, je pense qu'il y a plus d'effets positifs que négatifs dans la situation. Ouais, effectivement, il y a vraiment plus de points positifs que négatifs, effectivement, maintenant. Et puis après, bon, ça peut faire en sorte que on pourrait avoir d'autres surprises si jamais la santé financière des clubs de KNPL reste pareille. On pourrait peut-être voir le retour de Tristan Borges, parce qu'il n'a pas joué du tout cette année. Il est même pas sur la feuille de match avec le club de Louvain. Donc assez bizarre de voir un joueur qui était quand même assez suivi ne pas faire partie en fait du tout du club dans les quoi à peu près 10 matchs depuis le début de la saison, un peu moins maintenant. Donc bref, assez intéressant de voir si jamais il y aura un club de KNPL qui pourrait attirer de nouveau Tristan Borges, pour que ce soit pour un prêt ou autre chose. On verra ça. Daniel, je pense qu'on a fait le tour de la question aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, on va juste informer nos auditeurs qu'on va continuer à suivre tout ce qui se passe dans le soccer canadien. C'est pas parce que la Canadian Premier League est terminée que ça va s'arrêter de notre côté. Ouais, effectivement, on va continuer à regarder ce qui se passe, comme tu l'as dit. On va continuer à vous amener le plus possible des invités et des sujets intéressants, des débats, peut-être des entrevues à un moment donné. On verra en tout cas, mais on vous gardera informés sur ce qui se passe dans le soccer canadien. Moi, je vais vous souhaiter alors une très très bonne fin de soirée et bien évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable. Culture, soccer.